Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive. J'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement là en chacun de nous. Est-ce que vous vous êtes déjà dit: «Ah, j'ai pas beaucoup d'intuition» ou encore, «J'essaie de la développer mais ça marche pas en fait avec moi»? Si oui, bah, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'aimerais bien vous proposer quelque chose. Et si ce n'était pas votre intuition qui faisait défaut, mais plutôt en fait certaines habitudes mentales finalement qui l'empêchent de s'exprimer? D'ailleurs Isabelle Fontaine, auteure de Libérer la voix de votre intuition, le formule ainsi: ce n'est pas l'intuition en elle-même qui fait défaut, c'est notre capacité à percevoir et à gérer les messages qu'elle délivre. L'intuition est là, elle a toujours été là, c'est l'écouter qui s'apprend. Et d'ailleurs, si vous me suivez, c'est exactement ce que je vous disais au fil des épisodes. Dans ce nouvel épisode, je vous partage 7 erreurs courantes qui sabotent l'intuition, avec pour chacune une piste concrète pour l'éviter. On va commencer par la première, le fait d'ignorer les signaux du corps. Donc première erreur. C'est sans doute l'erreur la plus fréquente, je pense, le fait de chercher finalement son intuition uniquement dans sa tête, dans son mental. Et en fait, l'intuition, ça ne se pense pas, clairement pas. Elle se ressent, elle se capte de manière subtile. Là, on va rester dans le corps, vu que c'est la première erreur. Donc, l'intuition parle dans le corps avant de parvenir à la conscience. Ça peut être une tension dans la gorge, une légèreté peut-être dans la poitrine, un nœud qui se noue dans le ventre, un malaise diffus peut-être avant une réunion, et que ça peut être aussi des frissons sur les bras, etc. En fait, il y a plusieurs finalement sensations corporelles. Ce ne sont pas des émotions aléatoires, là c'est vraiment des signaux d'information. Véronique Rodon, dans le livre Le réveil de votre pouvoir secret, distingue deux voix intérieures. La voix de l'intuition qui agit dans la subtilité et les perceptions intérieures, qui est douce, stable, et parfois, après coup, l'intuition, ça peut générer une sensation agréable. Et ensuite, pour elle, il y a la voix du mental qui est analytique, critique, jugeante, etc. Vision du coup que je partage. Pour moi, il y a vraiment en effet deux distinctions à voir entre la voix de l'intuition et la voix du mental. Isabelle Fontaine ajoute que l'intuition peut parfois nous dire ce qu'on ne veut pas entendre. Et oui, parfois elle peut contredire nos choix conscients. Elle peut aller aussi à l'encontre des avis de l'entourage, c'est pas évident ça. Ou mettre en lumière des décisions difficiles à assumer. Ça peut être pour l'exemple, le fait, on est avec quelqu'un, c'est le choix qu'on a fait et en fait, au fond de nous, on sent que, cette personne, n'est pas faite pour nous. Pas évident qu'on est déjà dans la relation ou on a un super poste et en fait, on ressent l'appel du grand large, alors qu'il y a la sécurité. Pas facile. Donc c'est précisément dans ces moments-là, qu'on a tendance à l'étouffer, cette voix intuitive. Donc face à cette première erreur, comment l'éviter? Déjà, prenez l'habitude de faire de courts checks corporels dans la journée. Et si besoin, des fois, on se dit oui, oui, je vais le faire. Et puis en fait, ça nous passe outre, on nous zappe, parce que on est pris dans nos obligations respectives quotidiennes. Donc, je vous recommande concrètement de mettre des alarmes, des petits rappels dans la journée pour vous dire, ah oui, tiens, c'est l'alarme, c'est bon, je me prends une petite minute pour faire un check corporel. Et face à une décision, du coup, pensez, avant de demander à votre tête, demandez plutôt à votre corps qu'est-ce qu'il ressent face à cette décision. Erreur numéro 2, vouloir comprendre au lieu d'accueillir. Donc, l'esprit du mental, esprit analytique, adore comprendre. Le mental adore comprendre, le cerveau adore comprendre. Quand une information intuitive arrive, qu'elle soit peut-être peu claire ou inattendue, là, le mental a tendance à la rejeter, peut-être à la minimiser ou à la juger. Il étouffe avant même qu'elle ait pu s'exprimer. Et ça arrive plus d'une fois. Moi, là, c'était, j'avais une pensée qui me disait, check tes emails, Marika. Et là, le mental arrive et mais non,
tout va bien, tu reçu un email pour dire que tes colis étaient bien arrivés. Mais en fait, sur les 2 colis, il n'y en avait qu'un seul. Donc voilà, voilà, l'importance quand même d'écouter sa petite voix. Ensuite, Sarah Diviné, dans le livre Les 5 portes de l'intuition, le dit simplement: «N'essayez pas de comprendre, soyez dans l'accueil. Accueillez ce qui vient, remerciez ce qui se présente, relâchez la pression». Donc comment éviter cette erreur? Quand une information intuitive arrive, laissez-la être là, sans passer par l'analyse, d'accord? Notez-la de manière brute, et puis finalement la compréhension viendra peut-être plus tard. Des fois c'est sur le moment, on a une compréhension, et des fois c'est plus tard et c'est ok. Et aussi, petite astuce, appliquez la méthode j'hallucine. Au lieu d'affirmer ce que vous percevez, formulez-le comme une hypothèse. Vous pouvez dire par exemple j'hallucine, j'ai l'impression de sentir la 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 la. Donc ça peut être vraiment une formulation à répéter souvent. C'est une formulation qui permet de désamorcer l'ego, le mental, qui élimine aussi la pression d'avoir raison et qui peut ainsi permettre à nos perceptions intuitives de circuler plus librement. Erreur numéro 3. Confondre la voix du mental et celle de l'intuition. Donc ça aussi, une erreur très très fréquente, ça peut être le côté comment je sais c'est vraiment mon intuition ou juste mon mental. Je pense qu'on est plusieurs à s'être posé la question une, voire plusieurs fois, plusieurs fois. Et du coup, Véronique Rodon donne une clé précieuse. Lorsqu'on capte une véritable intuition, le ressenti ne contient aucun questionnement ni hésitation. La certitude, même légère, est présente. Alors que la voix du mental, elle critique, elle compare, elle juge et génère de l'agitation. Et je suis d'accord avec elle. En tout cas, je trouve qu'il y a des intuitions qui se posent vraiment tranquillement et on sent une certitude très nette. Puis on a d'autres, c'est vraiment des je trouve des pensées, des ressentis très subtils, très rapides, fugaces et d'où l'importance d'être observateur et ça s'apprend. Donc pour revenir à cette erreur numéro 3, comment l'éviter? C'est vraiment le fait de s'entraîner à exprimer ses ressentis plutôt que ses opinions. Donc, ça peut être par exemple: «Je ressens une légèreté» plutôt que dire: «Je pense que c'est bien». Voilà, le premier ça amène plutôt clairement une information brute, alors que le second, on est déjà dans une interprétation mentale. Erreur numéro 4. Pratiquer avec un mental agité ou une énergie basse. L'intuition, ça s'exprime vraiment mieux dans un terrain intérieur, notre état intérieur, qui est favorable. D'ailleurs, Sonia Choquette l'identifie comme l'un des plus grands freins, c'est-à-dire lorsqu'on a une baisse d'énergie, une baisse d'énergie ou une énergie basse, et cela coupe l'accès à la voix intérieure. Et Sarah Diviné va dans un sens similaire, c'est-à-dire elle dit plutôt que quand l'esprit est agité, il est difficile d'accueillir des perceptions subtiles. Et elle ajoute quelque chose de déculpabilisant, c'est que si aucune information ne parvient lors d'un exercice intuitif, c'est ok, célébrer même ce premier pas, parce que le calme intérieur, lui, est aussi précieux. On a besoin du calme intérieur pour laisser la voix intuitive émerger. Donc, comment éviter cette quatrième erreur? Ça peut être, avant un exercice intuitif, prenez quelques minutes pour vous recentrer. Donc, peut-être vous connaissez déjà ces multiples exercices qui le permettent, ces moments-là. Ça peut être des techniques de respiration, la respiration au carré, la cohérence cardiaque. Ça peut être aussi méditation de pleine conscience. Ça peut être aussi tout simplement poser une intention. Ça peut être aussi le fait d'aller se balader dans la nature. Moi, je sais que ça marche énormément pour me poser et m'ancrer. Et si la journée était éprouvante, remettez complètement la pratique intuitive au lendemain, d'accord? Plutôt que de forcer et de viser en fait à côté. Moi, des fois, je le dis, quand on me dit: «Utilise ton intuition», non, non, là, mon petit, c'est pas le moment, hein. Je ne suis pas apte, je suis pas en état, je suis pas disponible pour ça, donc je préfère le faire à un autre moment. 5e erreur, chercher à reproduire ce qui a marché une fois. C'est-à-dire, la première fois qu'on reçoit une information intuitive très claire, c'est-à-dire qu'on normalement on a été ouvert, on a été sans attente et on a été pris à tout, finalement, si on peut dire.
Et puis la deuxième fois, on cherche à retrouver exactement la même sensation. Là, le mental s'en mêle parce qu'il va orienter. Il va orienter sur ce qu'il a déjà connu. Ce qui est connu, pour lui, c'est rassurant. Et souvent, en fait, rien ne vient. Le mental va alors chercher une sensation connue au lieu de laisser venir. Et donc, ça empêche d'être entièrement ouvert. Donc, comment faire face à cette erreur? C'est d'aborder chaque exercice comme si c'était le premier. Vraiment, si vous sentez de la frustration, faites une pause, hein. Lâchez-vous la grappe, faites une pause et puis revenez avec plus de légèreté. Et petite astuce supplémentaire, le fait de réintroduire le plaisir. Donc, concrètement, vous pouvez faire volontairement 5 erreurs dans la journée. Pas évident, hein? Mais consciemment, faites 5 erreurs dans la journée. Et ce petit jeu, ça permet de finalement court-circuiter le mental, l'ego, d'enlever de la pression, d'avoir raison de réussir. Et si ça évite tout simplement le plaisir à revenir dans la pratique. Et là, du coup, ça permet le plaisir, le jeu à réouvrir en fait. Erreur numéro 6, se mettre une pression de réussite. Donc là, ça peut être un excès de jugement envers soi-même. Quand on est trop exigeant, on est trop critique, forcément, ça va diminuer nos perceptions intuitives. Aussi, quand on a fortement envie d'avoir raison, et pareil, ça va diminuer nos perceptions. C'est un paradoxe quand même bien connu de ceux qui pratiquent. Et c'est pour ça que finalement, les lectures les plus justes arrivent généralement quand on ne se soucie pas du résultat ou quand on n'a pas les tenants et aboutissants, c'est-à-dire quand on fait à l'aveugle une lecture, qu'on ne connaît rien sur la personne, etc. C'est là qu'il y a quand même des informations les plus pertinentes qui arrivent. Comment éviter cette erreur de la pression, de la réussite? Avant chaque pratique, vous pouvez vous poser une intention. L'intention, c'est vraiment quelque chose de léger, je trouve, qui apaise, et qui enlève la pression. À contrario d'un objectif qu'on a tendance à se fixer, qui lui crée dans ce contexte-là, hein, de la distance et de la pression. L'objectif dans le coaching est top, on a besoin pour pouvoir avancer. Mais là, dans ces pratiques intuitives, c'est quand même mieux de se poser une intention. Donc, par exemple, c'est pas vous dire: «Je dois réussir coûte que coûte cet exercice». C'est plutôt: j'ai l'intention, d'être à l'écoute de ce qui se présente, vraiment. J'ai l'intention d'être ouvert à ce qui arrive et puis après je verrai, mais juste je laisse venir à moi. Et si vous ressentez de la pression, alors vous pouvez peut-être quand même vous demander: quelle croyance se cache derrière? Quelle est l'histoire que je suis en train de me raconter? Erreur numéro 7, la dernière pour cet épisode du jour, qui est d'abandonner trop tôt. Donc ça aussi, erreur qui peut être «coûteuse» entre guillemets, hein, c'est le fait d'arrêter sa pratique intuitive au moment où les résultats ne sont pas encore visibles parce qu'on se sent découragé. Vu qu'il n'y a rien qui se passe, on se dit: «Ça ne marche pas avec moi» ou l'exercice ou l'intuition, ça ne marche pas. Et développer son intuition fonctionne vraiment, c'est comme un entraînement sportif. C'est vraiment ça, hein. C'est de la régularité, de la persévérance et de la foi aussi. Et les progrès, oui, ça ne se voit pas forcément du premier coup ou rapidement, mais ils se perçoivent avec le temps et avec du recul. D'ailleurs, la neurologie nous donne un repère intéressant, c'est le fait, et certainement vous l'entendez ce côté-là de ça devient une habitude au bout de 21 jours. Concrètement, la neurologie a montré que il faut environ 3 semaines de pratique régulière pour commencer à créer un nouveau chemin cérébral et que ça devienne une habitude, on va dire d'inconfort, mais c'est quand même ça devient une habitude. Puis 1 mois pour que cela s'ancre et concrètement 3 mois pour que cela devienne une habitude naturelle et sans inconfort. Donc finalement, c'est pas un manque de talent, c'est une question de temps. Et après, j'ai envie de dire de temps, d'investissement, de régularité et de persévérance. Donc comment éviter cette erreur d'abandonner trop tôt? C'est de réintroduire la joie dans votre pratique. Oui. Donc si la motivation baisse, aussi posez-vous 2 questions. Pourquoi en fait vous avez commencé ce chemin? Ce chemin d'exploration intuitive? Et est-ce que vous vous amusez encore? Et sinon, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour réintroduire l'amusement, le jeu, le plaisir dans votre pratique? Pour résumer, du coup, on a vu
Cette erreur aujourd'hui, le fait d'ignorer son corps, de vouloir tout comprendre immédiatement, de confondre mental et intuition, de pratiquer aussi dans un état de fatigue, de chercher à reproduire exactement ce qu'on a vécu la fois dernière, aussi quand on se met la pression et quand on abandonne un peu trop vite. Cette erreur, cette piste aussi à corriger si vous le souhaitez. Et chacune de ces erreurs, ça s'apprend, ça s'évite avec de la pratique et puis j'ai envie de dire aussi beaucoup de bienveillance, de douceur envers soi et du plaisir, du jeu dans la pratique. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin et développer votre intuition, je vais préparer là des ateliers en ligne autour de cette thématique. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez vous inscrire en rejoignant la liste d'attente. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturellement là. Si cette exploration vous a touché ou inspiré, prenez un temps pour évaluer le podcast sur Spotify. Cela aide vraiment d'autres personnes à me découvrir. Et si peut-être vous m'écoutez sur YouTube, un petit like, franchement, fera toute la différence. L'intuition, ça se cultive aussi en communauté, donc n'hésitez pas pour vos retours, ce qui me permet d'enrichir mes pensées et peut-être même aussi de guider mes prochaines thématiques. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute de vous-même.